Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Troubles de l'attention ou du spectre autistique, maladie chronique, ces conditions bouleversent le quotidien de millions de personnes sans qu'aucun signe extérieur ne les trahisse. En France, 80% des handicaps sont considérés comme invisibles. Comment la recherche peut-elle participer à la reconnaissance et à l'accompagnement de ces personnes ? Comment tenir compte de ces réalités pour une société plus inclusive et plus transparente ? On en discute ensemble dans une émission en public pour le Festival InScience. Et nous sommes en direct de la nef du Grand Bain à Nantes. Merci à nos hôtes de nous accueillir et au public d'être présent ce soir. Merci à vous. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du festival InScience qui se déroule du 12 au 25 mai 2025. Ce festival national de l'INSERM est dédié à la santé et à la culture scientifique. En plateau avec nous ce soir, Mathieu Laville, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation. Vous nous venez de Caen et vous appartenez au laboratoire CIRNEF de l'université Caen et Rouen-Normandie. C'est bien ça ? C'est parfait. Bon, j'ai tout bon. Mathieu, vous êtes chercheur spécialisé dans l'aspect socio-historique du handicap, mais également papa d'une jeune fille autiste. Et vos travaux portent notamment sur la scolarisation des jeunes en situation de handicap et abordent les enjeux de l'éducation inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler ensemble dans cette émission. Et enfin, nous écouterons un extrait du média Petite Mue, qui est le premier média dédié exclusivement au handicap invisible. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Alors pour commencer cette interview, nous devons aborder les définitions et les chiffres, on n'y coupe pas. D'abord parce que la notion même de handicap varie beaucoup selon les périodes, les pays, les individus. Et ensuite parce que parler des handicaps invisibles nous met face au défi de définir quelque chose qui va au-delà d'un fauteuil roulant ou d'une différence physique. Je vous propose de lire la définition de Légifrance de l'article L114. C'est un peu redondant, mais vous allez voir, c'est intéressant. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Fin de citation. Alors déjà, il y a une notion très intéressante qui apparaît. Le handicap, visible ou non, est, je cite, subi dans un environnement. Est-ce que ça signifie, Mathieu Laville, qu'on est plus ou moins handicapé selon ce qui nous entoure ? Alors, en écoutant la définition que vous avez donnée, en fait, c'est une définition qui est, je pense, celle qui correspond à celle de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, qui définit en France, pour la première fois dans un texte juridique, le handicap. Et effectivement, en fait, la question que vous me posez, elle amène deux types finalement de réponses. Classiquement, on va dire qu'il y a eu une première définition du handicap au niveau international qui a été établie dans les années 70 et qui s'est stabilisée en 1980 et qui s'appelle la CIH, Classification internationale du handicap, et celui qui était à l'initiative de cette classification, c'était un médecin rhumatologue qui s'appelle Woods. Et en fait, il a proposé un modèle séquentiel et individuel du handicap. C'est-à-dire que un trouble occasionnait une déficience qui occasionnait une incapacité puis un handicap. Suivant ce modèle, le handicap était la résultante sociale possible d'une déficience. Dans ce modèle individuel et médical, il n'y avait aucune allusion à l'environnement. Les définitions d'avantages environnementales, en fait, elles découlent d'un mouvement états-unien, et britannique principalement, outre-Atlantique et outre-Manche, puisqu'il y a aussi les Canadiens. C'est le courant des disability studies, c'est-à-dire des personnes elles-mêmes concernées par le handicap. Le slogan, c'était « Rien de nous sans nous », et qui ont
revendiqué des droits et qui ont considéré que la société était oppressive. Et donc ces mouvements-là, ce mouvement des Disability Studies, qui a finalement peu pris en France, parce que la tradition française n'était pas la même, et si vous voulez on y reviendra, et bien a fait que progressivement, une définition sociale du handicap qui tient compte de l'environnement a remplacé l'existante, celle de 80. Donc on a proposé en 2001 une classification internationale, la CIF, qui explique que finalement une personne est en situation de handicap. C'est-à-dire que si un environnement est accessibilisé, par exemple, eh bien parfois le handicap peut disparaître. Alors l'exemple, pour illustrer tout ça, qui est le plus parlant, c'est une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant qui doit voter à l'étage. Et donc il y a le bureau de vote qui est à l'étage, la personne des escaliers qui empêchent. Et un escalier. Alors on peut avoir deux lectures. La lecture individuelle et médicale du handicap, dire la personne, le handicap il est dans la personne, donc elle ne peut pas aller voter. Et une lecture davantage sociale, c'est de dire s'il y a un ascenseur, s'il y a une rampe d'accessibilité, la personne pourra aller voter, et à ce moment-là, la situation de handicap disparaîtra. Puisqu'à ce moment-là, une personne qui a une poussette, par exemple, qui pousse une poussette, est dans la même situation qu'une personne qui est en fauteuil. Exactement. Alors ça, c'est dans ce courant des Disability Studies, il y a les Critical Disability Studies qui réintroduisent la dimension de corps, parce qu'effectivement, à ce moment-là, dans l'exemple que j'ai donné, une personne avec une poussette et une personne en fauteuil roulant, s'il y a un ascenseur, par exemple, dans les deux cas, la situation de handicap disparaîtra. Mais néanmoins, la situation n'est pas exactement la même parce qu'on omet peut-être dans une définition exclusivement sociale la dimension corporelle. La personne peut souffrir dans son corps, alors que la personne qui pousse une poussette, c'est pas tout à fait exactement la même chose. Donc, dans ce grand courant des Disability Studies qui a changé, qui a fait déplacer les définitions, puisque ça s'est traduit en France par la définition que vous avez lue, où il y a un rapport allusif à l'environnement, mais vous voyez bien que la deuxième moitié de la définition, elle reste encore extrêmement médicale, puisqu'on égrène des catégories de handicap. Sur des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, là, psychiques. Vous voyez, parce que ça correspond à la tradition française, où en fait, on a eu tendance à orienter notamment des jeunes, des enfants, en fonction d'un type de handicap dans des établissements dédiés. Ah oui, les aveugles ensemble, dans des établissements qu'on pourrait qualifier de ségrégatifs. Donc toute cette politique s'est mise en place en France, ce qu'on appelle le médico-social, sous Vichy, et ça a été reconduit à la Libération. Et c'est géré, ces établissements qui sont actuellement encore en place, et qui s'ouvrent vers les établissements de droit commun. Eh bien, ces établissements sont gérés par le ministère de la Santé. C'est une particularité. Ils ne sont pas gérés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous voyez, on associe ça à un regard médical. L'enfant scolarisé, s'il est handicapé, c'est pas le même ministère, c'est pas l'Éducation nationale qui gère. Il y a des enfants en situation de handicap qui vont être scolarisés dans des établissements de droit commun, l'école, ou dans des dispositifs type Ulysse à l'école ou au collège. Là, c'est géré par l'Éducation nationale. Mais certains enfants qui vont être orientés en IME, par exemple, un institut médico-éducatif, eh bien, sont administrativement considérés aussi comme malades, puisque c'est géré par la sécurité sociale, ça a été, et ces établissements médico-sociaux sont gérés par le ministère de la Santé. Alors, je me permets de revenir sur le côté un peu définition, puisqu'on a vu, maintenant, on parle de personnes en situation de handicap, on parle de vulnérabilité, on parle aussi d'inclusion, ça va être le grand thème de notre deuxième partie. Donc, il y a une vraie évolution des termes. Est-ce qu'on ouvre un petit peu les définitions? C'est très intéressant, ces histoires de terminologie, parce qu'en fait, ce vocable handicap, il a une espérance de vie. Il va disparaître et on va en trouver il va être remplacé par un nouveau. Le handicap, en gros, c'est un chercheur qui s'appelle Serge Ebersold, qui a travaillé sur cette question, qui dit l'invention du handicap, ça a 50 ans. C'est la loi du 30 juin 75, dite d'orientation pour les personnes handicapées. Avant, en ce qui concerne notamment l'enfance, on parlait d'enfance inadaptée. Les inadaptés, c'est 1943, 1975. Et encore avant, où il y avait d'autres vocables qui peuvent nous paraître extrêmement péjoratifs, les anormaux, les idiots, les imbéciles. Et on a créé des classes de l'éducation nationale, les premières classes spécialisées pour accueillir des enfants qu'on ne qualifiait pas encore d'handicapés. C'était des classes pour les enfants dits arriérés. Et ces classes datent de 1909.
Oui, on dit souvent, enfin il y a l'expression qui reste de l'idiot du village. Oui. Et donc c'était la personne en situation de handicap du village. Alors en fait, l'idiotie, c'est une catégorie qui est en fait les premières personnes, les premiers professionnels qui sont intéressés à la prise en compte des personnes qu'on pourrait qualifier de handicapées, ce sont des psychiatres. Hein. Ça s'est structuré vraiment au début du 19e siècle avec le père fondateur de la psychiatrie française qui s'appelle Pinel. Dans les asiles, les hôpitaux psychiatriques, au début, c'était un mélange de tout type de personnes. Ça allait des vagabonds à des gens qui étaient, entre guillemets, très lourdement handicapés. Donc il a commencé à trier, à faire ce qu'on appelle en médecine des nosographies. Donc il a discriminé, notamment, un geste très fort, la folie de l'idiotie. Et progressivement également, au cours du 19e siècle, on a dit, on a aussi, la figure de l'enfant s'est apparue. On s'est dit, jusqu'alors, on mélangeait les enfants avec les adultes. Donc on s'est dit, un enfant, c'est pas un adulte en miniature, il y a des stades de développement. Certains connaissent, par exemple, les stades de développement de Piaget, de Vallon ou encore de Freud, pour dire qu'un enfant, voilà. Et donc du coup, on a créé des quartiers pour enfants. Et à l'intérieur de ces quartiers, ensuite, on a encore discriminé. Alors, en fonction du degré d'arriération, si je reprends les terminologies de l'époque, on a dit les incurables, c'est les idiots, les débiles, ils sont moins atteints, et entre les deux, c'est des imbéciles. Vous voyez, donc débiles, imbéciles et idiots, c'était des classifications de sévérité de symptômes. Exactement. Pour distinguer au sein d'enfants. Et vous aviez certains pédopsychiatres, hein, on appelait ça des médecins aliénistes, qui était intégratif avant l'heure, et vous avez une très grande figure qui s'appelle Désiré Magloire Bourneville, qui à la fin du 19e siècle a dit, mais moi dans mon quartier d'enfants à l'asile de Bicêtre, il y a des enfants qui devraient être à l'école. Et donc il a essayé d'intégrer des enfants dans des classes spéciales à l'école, puisque jusqu'alors l'école n'accueillait aucun enfant dit anormaux ou arriérés, si on reprend les terminologies de l'époque. Alors heureusement, tous ces termes sont derrière nous, en tout cas je l'espère. On va se pencher un peu plus sur la notion de handicap invisible, puisque c'est ça qui nous intéresse vraiment pendant cette heure d'émission, puisque 80% des handicaps sont considérés comme invisibles en France. Ça représenterait 10 millions de personnes, c'est énorme. Et je vais vous en citer quelques-uns, puisque c'est intéressant d'avoir ça en tête. Il y a par exemple les troubles dysorthographie, dyscalculie, les troubles du spectre de l'autisme, les dépressions sévères, les troubles bipolaires, la schizophrénie, mais également les cancers, les maladies chroniques invalidantes, on pense au diabète, à l'épilepsie ou encore aux maladies de l'appareil intestinal, les déficits visuels comme le kératome, les déficits auditifs, les troubles cognitifs qui peuvent affecter la mémoire, le langage, la prise de décision, ou encore les maladies génétiques comme la drépanocytose, qui se manifeste par exemple par des crises douloureuses. Ça concerne un enfant pour 730 naissances, donc c'est beaucoup. Et personnellement, moi je ne savais pas ce que c'était que la drépanocytose en m'y penchant pour de vrai. Donc c'est des choses qui ne se voient pas à première vue. Les spectres, ces troubles, ces symptômes sont de plus en plus connus du grand public. On parle de plus en plus de troubles 10, d'autisme. Est-ce que donc il y a une vraie prise en compte de ce nouveau périmètre du handicap ces dernières années ? Alors effectivement, je vais revenir peut-être sur l'exemple de l'autisme. Alors ça peut être, en fonction des classifications, eh bien le périmètre qui définit l'autisme, il bouge. Et il a bougé au cours du temps. Si on prend la forme, même s'il y a eu des travaux plus... J'ai pas en tête, je suis pas stricto sensu un spécialiste des questions de l'autisme, mais néanmoins, on a coutume de dire que c'est Kanner qui a isolé l'autisme infantile en 1943. Et de manière assez contemporaine, un autre médecin, Asperger, en 1944, a isolé la forme qu'on appelle Asperger. Mais en fait, en fonction des définitions et qui évoluent dans le temps, donc des classifications des maladies, il y a des classifications américaines, internationales et françaises, le périmètre qui va définir l'autisme varie. Donc ça a une incidence très très importante, parce que maintenant on parle de troubles du spectre de l'autisme. Avec la notion vraiment de spectre, justement. Et voilà, donc du coup, la prévalence, c'est-à-dire dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 1 cas sur 50. Vous voyez, donc c'est pas la même chose. Alors que si on a un critère extrêmement restrictif de ce qu'est l'autisme, eh bien c'est 1 cas sur 10 000, sur 15 000. Donc c'est pas la même chose en termes de reconnaissance par les pouvoirs publics et de politique ad hoc pour pouvoir prendre en compte l'autisme.
Donc vous voyez la définition, et il y a un chercheur qui s'appelle Ian Hacking qui parle de manière un peu provocatrice d'épidémie d'autisme. Oui, donc voilà. Et donc les classifications, tous les 10 ans, alors je connais pas les CIM, les DSM, sont remises à jour, et la classification française, et il y a des discordances parfois entre les classifications. On a d'ailleurs fait une émission qui s'appelle L'autisme, les points sur les i, il y a 1 an ou 2 au Labo des Savoirs. Si vous êtes intéressé par cette question, je vous invite à aller l'écouter en podcast. L'autisme et les troubles 10, donc on en parle de plus en plus. Ces définitions, vous l'avez dit, ça varie en fonction de la taille. Oui, alors en fait, aussi pour les troubles 10, il y a quelque chose, si on a un regard sociologique sur cette question-là, il y a certains chercheurs qui parlent de médicalisation de l'échec scolaire. Moi, je parlerais peut-être davantage de handicapologisation de l'échec scolaire, parce qu'en fait, si, par exemple, pour les troubles 10, on appelle ça dans l'éducation nationale maintenant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc c'est toute la galaxie des 10. En gros, par exemple, un dyslexique, on n'aurait pas l'école, il n'y aurait pas de dyslexique. Alors effectivement, la dyslexie, elle est à cheval, suivant les compensations, suivant la reconnaissance qui va être faite notamment par les parents, elle est à cheval entre la législation du handicap, donc cette fameuse loi de 2005, ou pas. C'est important parce que, en fait, des recherches en sociologie ont montré que c'était inégalement distribué les reconnaissances de dyslexie suivant les catégories socioprofessionnelles des parents. Je m'explique. Certains parents issus de classes supérieures et moyennes vont saisir les enjeux que leur enfant soit reconnu comme relevant de la législation du handicap en tant que dyslexique, parce qu'il pourra bénéficier de compensation, un ordinateur, une auxiliaire, une AESH, donc il y a un tiers-temps. Un processus de diagnostic qui est mis en place par ses parents. Exactement. Pour leur enfant. Quand des familles issues de milieux populaires ne vont pas saisir ces enjeux-là, et donc cet enfant restera dans la grande difficulté scolaire, mais ça va avoir un impact très important sur entre guillemets, ce qu'on appelle classiquement sa carrière scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont par exemple surreprésentés en SECPA, issus de milieux défavorisés, et la SECPA est une structure, on va dire, spécialisée, qui n'est pas associée au handicap, mais à la grande difficulté scolaire. Quand un enfant, vous voyez, donc ça c'est une chercheuse qui s'appelle Garcia, qui a étudié ça, sur le fait que, et voilà, des associations de parents 10 incitent davantage à ce qu'on fasse la reconnaissance de handicap. C'est la fameuse question discrédité, discréditable. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, puisque donc on le voit, ces handicaps qui sont invisibles, à première vue dans une interaction sociale, dans une discussion, quand on voit un enfant, un adulte, on ne peut pas deviner qu'il y a un handicap. Et donc, la question peut se poser pour la personne concernée, autiste, diabétique ou 10, comme on l'a dit à l'instant. Est-ce qu'on révèle ou non ce handicap? Il y a cette importance de contrôler l'information. Quelles sont donc les stratégies? Est-ce que maintenant qu'on en parle peut-être un peu plus, il y a une volonté quand même de révéler au risque d'être discrédité? Ou est-ce qu'on garde cette information? Comment ça fonctionne? Alors en fait, effectivement, il y a un grand chercheur états-unien d'origine canadienne qui s'appelle Erwin Goffman, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Stigmate, qui porte pas spécifiquement d'ailleurs sur le handicap. Et il a discriminé notamment 2 notions qui sont très précieuses, discrédité et discréditable. Alors, discrédité, c'est quand, si on le ramène au handicap, on voit tout de suite que la personne a un handicap. Alors que discréditable, c'est typiquement le titre de l'émission, ça correspond au handicap invisible. Par exemple, quand on est discréditable, effectivement, il y a tout un tas parfois de stratégies qui consistent, alors il a beaucoup étudié ça, notamment, alors son terrain, comment ça date des années, il a travaillé, c'est un chercheur qui a travaillé dans les années 50, 60 sur ces questions-là, et notamment il donne des exemples en ce qui concerne la surdité et les appareils auditifs que des personnes sourdes, parce qu'elles étaient victimes de stigmatisation, camouflées en ayant des cheveux très longs pour être tranquilles. Vous avez plus récemment, par exemple, si on reprend cet exemple de la surdité, une autrice dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un ouvrage où elle explique exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a le même témoignage que dans les recherches de Goffman, où elle explique que pendant toute sa scolarité, comme elle arrivait à lire sur les lèvres, appareil auditif beaucoup plus discret, elle arrivait à le camoufler et elle l'a jamais dit à ses profs, et elle avait de très mauvaises notes, par exemple, en langue.
Et à un moment donné, il y a eu une conscience, et ça c'est très spécifique des personnes sourdes, ce qu'on appelle les théories culturalistes, c'est-à-dire qu'on retourne le stigmate et on met en avant sa différence pour en faire une richesse. Et donc en fait, tout d'un coup, elle a décidé de se couper les cheveux, d'avoir les cheveux très courts, de mettre en avant son appareil pour révéler sa situation. Donc en fait, on est tout le temps... Alors dans le cadre, par exemple, du travail, ou même à l'école, c'est très délicat pour la personne concernée. C'est-à-dire que en réalité, on est partagé entre deux situations que je vais prendre de manière, elles sont caricaturales. Soit on révèle tout de suite son handicap invisible, et on va avoir on va avoir une reconnaissance, en tout cas par les politiques publiques. La MDPH va prendre en compte, on va avoir des compensations, on va peut-être avoir un ordinateur, on va avoir peut-être une accompagnante scolaire si on est à l'école. Je parle d'accompagnante à dessein, puisque 90% des personnes qui accompagnent les AESH sont des femmes, et ce sont des emplois extrêmement précaires. Donc c'est pour cette raison que je parle d'accompagnante et non pas d'accompagnant. Mais on risque d'être moqué et on risque d'être dévoilé. Et à contrario, on peut cacher pour être tranquille, entre guillemets, mais ça demande un effort très 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 important pour cacher son handicap. Alors vous avez là aussi un contemporain de Goffman qui s'appelle Fred Davis, qui a travaillé sur la poliomyélite et qui montre par exemple des stratégies de camouflage de jeunes atteints de la poliomyélite, et il donne l'exemple assez étonnant d'un enfant qui boite de manière consécutive à cette maladie, donc qui a un handicap et qui boite et qui va se fracturer, et qui s'est fracturé la jambe. Et donc à la faveur de il va avoir un plâtre et il va décider de le garder. Et donc en fait le plâtre, parce que c'est mieux accepté d'avoir un plâtre que de dire je boite parce que j'ai la polio. Mais c'est un accident plutôt qu'un handicap. Et voilà. Et donc en fait il va garder son plâtre pendant des mois pour camoufler sa poliomyélite, et ses camarades disent tu boites et tu as ton plâtre parce que tu as eu ta fracture. Ces pratiques de camouflage ont notamment été beaucoup mis en avant ces dernières années chez les femmes qui sont dans le spectre de l'autisme, puisque beaucoup d'études ont mis en avant le fait que les femmes avaient tendance à beaucoup plus camoufler leurs difficultés et donc étaient sous-diagnostiquées. Oui, c'est tout à fait exact. Et là aussi, il y a elles surcompensent davantage, et effectivement, mais le traitement est très inégalitaire. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de personnes dites entre guillemets Asperger qui se rendent compte qu'ils le sont à 30 ans, 35 ans, puisqu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Et notamment, effectivement, beaucoup de femmes. À cause de cette conversation. Voilà. Vous êtes venu avec un livre, et je sais que vous aviez un extrait à lire qui correspond à cette notion de dire ou non son handicap. Alors, je vous laisse le retrouver. Alors oui, il y avait un petit extrait, et c'est ce que je viens de dire, mais en mieux. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Idées reçues sur le handicap, et qui est composé qui a été dirigé par Étienne Douat, Hugo Dupont et Stéphane Vaquero, et qui vient de paraître cette année. Et donc là, l'autrice est sociologue, elle s'appelle Estelle Laurent. Elle dit par exemple « L'absence de manifestation visible du handicap place les personnes d'une part face à la nécessité permanente de devoir prouver l'existence d'un handicap pour lequel les autres demeurent suspicieux. » Alors j'ai un exemple qui illustre ça, que j'ai lu quelque part, mais j'ai oublié où, mais néanmoins j'espère qu'il sera intéressant. C'est en fait quelqu'un qui prend une personne qui a une maladie chronique, qui a très très mal, des douleurs dorsales très très importantes, très invalidantes, et qui font que cela occasionne un handicap, et qui a une carte qui lui permet d'avoir quand il est dans le métro, qui a la possibilité d'être sur une place réservée. Or, cette personne, ça se voit pas. Et donc, en fait, systématiquement, quand elle rentre dans le métro et qu'elle veut s'asseoir, les personnes, justement, sont suspicieuses, l'enquiquinent, et il est obligé de sortir sa carte, et c'est très fatigant. La stratégie qu'a utilisée cette personne est justement là, pour le coup, elle devient discréditable. C'est-à-dire que cette personne-là, qui n'a pas besoin de canne, prend systématiquement une canne pour éviter de ressortir sa carte, etc. Et donc elle met en avant quelque chose rendre visible. Vous voyez, donc c'est une stratégie assez étonnante. Et donc du coup, et d'autre part, donc c'est l'autre face à la possibilité de le dissimuler afin de ne
pas avoir à justifier en permanence des aménagements particuliers. Donc, vous voyez, donc c'était l'exemple typique de l'ordinateur. Par exemple, des étudiants à l'université, il y a beaucoup d'étudiants 10 qui ont un ordinateur pendant l'épreuve, tout de suite ils sont dévoilés. On sait qu'eux, avec leur ordinateur, ont cet aménagement. Certains subissent des railleries de la part de leurs camarades. Au nom, c'est injuste, tu as un tiers-temps, il y a une suspicion de moindre compétence. C'est un auteur qui s'appelle, dans le même ouvrage, s'appelle Godefroy Lansade, qui est anthropologue et qui travaille aussi en sciences de l'éducation à Montpellier. Et donc, il donne l'exemple d'une œuvre de fiction, Le pays des aveugles, qui a été écrit par Herbert George Wells en 1904. Et je le cite, « Dans cette remarquable nouvelle, Núñez, un montagnard, échoue à la suite d'une chute vertigineuse dans une mystérieuse vallée de la cordillère des Andes, le pays des aveugles. Progressivement devenu aveugle à la suite d'une maladie infectieuse, les habitants de cette vallée close et oubliée en vinrent au fil des générations jusqu'à ignorer que leurs ancêtres avaient vu un jour. Ils en oublièrent même ce que pouvait être la vue. Depuis 14 générations que les habitants étaient aveugles, tous les termes concernant la vue étaient tombés en désuétude. Núñez pensait avoir quelque chose en plus. Les aveugles, eux, percevaient en Núñez un être imparfait et abîmé, un homme sauvage venu des roches, sujet à des fantasmagories, dès lors qu'il parlait de la vue ou du monde d'où il venait. Entre eux et lui, pourtant, résolus à se comprendre, aucun pont n'était possible. Les aveugles n'auront donc de cesse que de vouloir le guérir de cette étrange maladie qu'est la vue. Voilà. C'est un rapport aussi. Il y a un point de vue, c'est le cas de le dire. Un vrai rapport au monde. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette citation en écoutant There is quiet in the noise de Fell Out. On revient juste après pour approfondir un petit peu les enjeux de politique publique, d'éducation inclusive et d'intégration en entreprise. Something in the way of my feelings. In my mind I've been thinking, I don't really want the distance. I want something different. Pictures in my mind are brittle. Words aren't clean either. I say something clearer. I say something clearer. There's quiet in the motion. Listen. There's quiet in the noise when a garden breathes. There's quiet in the motion. Listen. There's quiet in the noise. There's quiet in the songs I couldn't sing, now I sing one of them playing out. Right now I know, right now I know. There's quiet in the motion. Listen, there's quiet in the noise when a garden breathes. There's quiet in the motion. Listen. There's quiet in the noise when a garden breathes. There's quiet in the motion. Listen. There's quiet in the noise. There's quiet in the
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Un handicap sur 2 arrive au cours de la vie d'une manière ponctuelle ou permanente. Donc il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de tabous autour de la question du handicap, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de biais cognitifs. On a encore du mal à avancer dans le sujet. On le voit d'ailleurs avec les JO en ce moment où il y a beaucoup de questions autour de l'accessibilité. Les autres pays sont en train de nous pointer du doigt dessus. Et en entreprise, c'est un sujet majeur puisque tous ces tabous, finalement, ne facilite pas l'inclusion de tous en entreprise, et quand un handicap débarque dans la vie d'un salarié, et ben parfois l'entreprise ne sait pas comment réagir. Quand on est manager et qu'on nous annonce je sais pas trop comment te le dire, mais j'ai une maladie qui vient d'être diagnostiquée et qu'on n'arrive pas à nous-mêmes gérer l'annonce de cette maladie, en entreprise ça peut être compliqué du côté managérial et RH. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. La manière de réagir dépend de l'annonce, dépend de l'environnement, dépend de notre personnalité, dépend de notre expérience de vie, de notre entourage. Ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas facile du côté du salarié. Et l'entreprise doit en avoir conscience. Justement, tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe, justement, cette annonce côté entreprise, de ce que tu en sais? Alors, côté entreprise, un salarié, déjà, je rappelle, n'a pas l'obligation de déclarer une situation de handicap à son employeur. Même s'il est reconnu en situation de handicap par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qu'il est RQTH, ça fait beaucoup d'acronymes, mais qu'il est reconnu en qualité de travailleur handicapé, il n'a pas d'obligation légale de déclarer son handicap et sa RQTH à son employeur. Donc déjà, dans les équipes des entreprises, il peut y avoir des personnes qui ont des situations de handicap qui ne sont pas visibles, et qui ne souhaitent pas en parler parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec, parce qu'ils ont l'impression que la culture d'entreprise n'ouvre pas la porte à cette place, à ce handicap, aux spécificités de santé. Et donc, côté entreprise, c'est important de mettre en place une véritable stratégie, une véritable politique RH qui permet l'ouverture du dialogue, qui permet des comportements bienveillants, qui permet des actions de sensibilisation à tous les niveaux de l'entreprise. Bien souvent, il y a des politiques ou des stratégies RH qui sont marketing, marque employeur. C'est génial de mettre en place des actions handicap, d'avoir des directives vraiment au niveau de la direction. Mais concrètement, sur le terrain, les salariés et les managers de proximité, bien souvent, il y a une volonté, une politique RH à la tête des entreprises qui n'est pas la même chose que la réalité de terrain des salariés et des managers de proximité. Et qu'on puisse dire aux managers, oui, peut-être que tu aborderas pas le handicap avec le bon mot. Peut-être que tu feras des impairs. Peut-être que tu diras, est-ce que tu as vu à quelqu'un qui peut pas voir peut-être qu'il y aura des impairs. Mais c'est pas grave. Du moment qu'on ouvre la porte à la bienveillance, à l'échange, au comportement inclusif, tout simplement. On entendait Dora Blasberg qui intervenait au festival du média Petite Mue, le premier média dédié exclusivement au handicap invisible. Vous pouvez les suivre sur Facebook et sur Instagram. Elle répondait aux questions de Maximin Boutvillain sur l'inclusion des personnes avec un handicap invisible, notamment dans le monde de l'entreprise. Et justement, on va en parler avec notre invité de cette fameuse notion d'inclusion qui commence dès l'enfance. Je rappelle que nous sommes en plateau, en public, au Grand Bain à Nantes, avec Mathieu Laville du laboratoire CIRNEF et que nous enregistrons cette émission à l'occasion du festival InScience de l'INSERM. Alors, petit retour et élément de contexte, on en a parlé beaucoup depuis le début de cette émission, de la fameuse loi du 11 février 2005, car depuis cette loi, tout enfant handicapé a le droit d'être inscrit en milieu ordinaire, c'est-à-dire à l'école, la plus proche de son domicile. Et à la rentrée 2024, cela représentait 4,36% des enfants scolarisés, avec l'ambition affichée du gouvernement d'une école, j'ouvre les guillemets, plus inclusive, et un accent notamment mis sur une meilleure prise en charge des enfants avec des TND, des troubles du neurodéveloppement. Alors ces troubles invisibles dont on parle de plus en plus englobent les troubles 10, les troubles du développement intellectuel, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, les fameux TDAH, ou encore les troubles du spectre de l'autisme, TSA. Alors, sur le terrain, cette école inclusive en milieu ordinaire, l'arrivée des enfants avec un handicap dans le milieu ordinaire, ça donne quoi ? La France, en fait, et les politiques inclusives au niveau international se sont progressivement mises en place à la fin du siècle dernier. Et notamment, il y a une conférence qui s'appelle la conférence de Salamanque de 1994,
qui invite à commencer à développer ce genre de politique. La France l'a traduit avec une entrée par le handicap, avec cette loi. Dans cette loi, aussi paradoxal que ça puisse paraître, à aucun moment le mot inclusion n'est prononcé. On parle de droit à la scolarisation. Qui dit scolarisation dit être théoriquement en face d'un enseignant. Donc c'est un pas supplémentaire par rapport à la législation précédente, celle de 75, où c'était un droit à l'éducation. On pouvait être éduqué dans un établissement spécialisé sans avoir un enseignant en face de soi, par exemple, par un éducateur. Mais un éducateur n'est pas un enseignant. Or, l'éducation inclusive, c'est plus large, en fait, et ce n'est pas exclusivement réservé aux élèves en situation de handicap. C'est une école, l'inclusion dépasse largement cette catégorie. Ça peut concerner, par exemple, des élèves en grande difficulté scolaire, des élèves qui sont allophones, des élèves qui sont issus des communautés des gens du voyage, par exemple. Donc c'est beaucoup plus large. Donc il y a eu depuis cette loi 2 législations spécifiques de l'éducation nationale, une loi de juillet 2013 qui dans son article 2 parle pour la première fois d'inclusion scolaire au-delà des simples élèves dits handicapés, et une loi plus récente de juillet toujours 2019, la loi pour une école dite de la confiance, ou loi Blanquer du nom du ministre de l'époque, qui parle de grands services d'éducation de l'éducation inclusive. Alors effectivement, si on et qui invite à développer des partenariats entre l'éducation nationale et ce fameux secteur médico-social, c'est-à-dire on parle pour ces établissements spécialisés de grands virages inclusifs, c'est-à-dire on les invite à s'ouvrir vers l'école et à travailler en partenariat davantage. Créer un vrai réseau entre l'école, les familles, le secteur médico-social. Qui va devenir de plus en plus un dispositif, enfin une aide possible pour les enseignants, et notamment les enseignants, comme on parle de médecins généralistes, on parle d'enseignants généralistes, c'est-à-dire des enseignants non spécialisés, qui ont de plus en plus, consécutivement à cette loi de 2005, des élèves, en tout cas administrativement reconnus, handicapés. Donc on a effectivement, d'un point de vue quantitatif, une explosion d'élèves reconnus handicapés depuis 20 ans. C'est exponentiel. De manière exponentielle et parallèle, on a une explosion des compensations dites humaines, ces fameuses accompagnantes scolaires, les AESH, qui s'appelaient AVS auparavant. Et donc ça veut dire que, parce que la loi de 2005, elle repose sur 2 piliers, la compensation et l'accessibilité, qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'exemple du fauteuil roulant. L'accessibilité, ça peut être en termes de pédagogie, c'est-à-dire essayer d'accessibiliser au maximum les supports, différencier et autant que faire se peut sa pédagogie pour accueillir cette diversité à l'école. Or, on a depuis 20 ans davantage accentué sur la compensation. Les fameuses aides. C'est-à-dire l'école reste presque la même, la forme scolaire reste la même. La rustine, ça va être la compensation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on modifie pas le contenu des cours. Alors c'est tout un travail. Ça commence à se faire, mais ça a été beaucoup plus difficile et donc c'est tout un chantier qui se fait qui est plus récent, depuis une dizaine d'années. L'accent est fait sur les accompagnants humains qui sont avec les enfants à côté. On a inventé ce métier, c'est-à-dire qu'avant la loi 2005, c'était résiduel, il y en avait pas beaucoup. C'était originellement d'ailleurs géré par des associations de parents. L'éducation a récupéré ces accompagnants en 2003 et en fait la forme scolaire en gros est restée sensiblement la même, et pour absorber le flot d'élèves dits handicapés, il y a une explosion, je crois que c'est en 15-20 ans c'est multiplié par 6 ou 7 le nombre d'accompagnants. Donc on essaie de freiner ça pour essayer de former davantage les enseignants à accueillir la diversité, à accessibiliser, à travailler en partenariat, mais c'est compliqué en réalité, que ce soit dans les formations initiales et communes. Autre point important, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant avec les données quantitatives. Vous voyez, derrière ce mot handicap, c'est comme quand on dit autisme, ça recouvre des réalités complètement différentes. Vous voyez que si on inclut l'explosion des troubles 10, et s'ils rentrent dans la catégorie handicap, ça fait, l'école va les visibiliser, et de fait, mais c'est pas la même chose qu'un enfant polyhandicapé, vous voyez. Aussi, quand on parle de scolarisation, vous pouvez avoir des enfants qui malheureusement bénéficient d'1 heure de scolarisation par semaine. C'est pas forcément une scolarisation complète, on va dire comme tous les jours. Ça peut être qu'un seul jour par semaine. Vous avez par exemple des enfants qui sont
en établissement médico-social qui ne bénéficient pas non plus de scolarisation. C'est 10% des enfants dans des établissements médico-sociaux. Donc il n'y a pas d'enseignants détachés par l'éducation nationale qui y enseignent. Et de manière encore plus marginale, on n'a pas évoqué ce troisième petit secteur qui est le soin pur jus, c'est le secteur dit sanitaire. Par exemple, en hôpital de jour, vous avez parfois des jeunes et des enseignants qui sont détachés. Mais là, pareil, la scolarisation est extrêmement rudimentaire et parfois c'est une relation scolaire en rapport duel. Comme vous voyez, l'enseignant a un seul ou deux enfants 2 fois 3/4 d'heure par semaine, par exemple. Donc, il y a derrière ce chiffre, il faut le contextualiser et voilà, quantitativement il y a du progrès, mais dans la réalité il y a aussi un retour du boomerang, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de crainte de la part des enseignants parce que ils ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, et il y a des situations extrêmement complexes. Et ce qui est passionnant à étudier, c'est que suivant les personnes que l'on va interroger, si vous interrogez des enseignants, si vous interrogez des parents, si vous interrogez des élèves eux-mêmes, la vision des inclus, eh bien on a un regard contrasté sur ces politiques inclusives, qui sont pas, voilà. C'est justement le travail que vous avez fait en 2016, puisque vous avez publié une étude intitulée « 10 ans de droit à la scolarisation en France, quel changement, point de vue des enseignants référents ». Donc là, c'était les enseignants que vous interrogez. Le lien de cette étude est en description du podcast, bien sûr. Là, on est plus de 20 ans plus tard. Alors, c'est quoi les conclusions de cette ouverture de l'école ? Eh bien, justement, entre-temps, il y a eu ces 2 lois que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'au moment de mon étude, eh bien, la France avait traduit les politiques inclusives, et elles étaient pensées exclusivement pour les jeunes administrativement handicapés. Les Britanniques, par exemple, ne parlent plus de handicap, ils parlent de personnes avec des disabilities. Et donc, du coup, en France, on l'a traduit par besoin éducatif particulier. Donc, le besoin éducatif particulier, par exemple, on peut, typiquement, on reprend l'exemple du fauteuil roulant. Vous êtes un enfant en situation de handicap qui est en fauteuil roulant. Si, par exemple, l'aménagement possible qui peut être fait pour réduire, si on a une vision sociale du handicap, il y a une école avec plusieurs étages, eh bien, au lieu c'est les enseignants qui vont changer chaque année de classe pour rester au rez-de-chaussée, si on n'a pas d'ascenseur, par exemple. Et l'enfant peut suivre, il est administrativement reconnu handicapé, mais il a priori peut-être aucune difficulté scolaire, et donc il va suivre une scolarisation presque normale. Voilà. A contrario, vous avez des jeunes qui présentent une catégorie qui a été des grandes difficultés scolaires, mais que ces difficultés scolaires ne rentrent pas, pour X raisons, j'avais parlé des 10, dans les fourches codines de la législation du handicap. Donc cet enfant-là, il a davantage de besoins éducatifs particuliers que son camarade en fauteuil roulant, vous voyez, dans cette situation précise. Donc du coup, les questions d'éducation inclusive, ça dépasse largement la catégorie handicap. En pédagogie, alors théoriquement c'est très beau, mais c'est en réalité assez complexe. L'idée, alors je vais faire l'analogie, c'était mon directeur de thèse qui me l'avait évoqué et je la trouve géniale, c'est essayer de faire ce qu'on appelle du design universel. Donc de faire des pédagogies universelles, c'est-à-dire de penser vous avez un élève ou 2 élèves qui ont des besoins particuliers à ce moment-là, vous allez adapter en amont votre séance, votre cours, et finalement ce que vous avez pensé pour ces 2 élèves, ça va servir à tous les élèves. L'analogie que l'on peut faire, c'est la télécommande. La télécommande, ça a été pensé pour les personnes justement à mobilité réduite. Or, tout le monde se sert la télécommande d'une télévision dont on se sert. Ça a été pensé pour un type de personnes handicapées qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc ça veut dire que les professeurs, les instituts, les personnes qui sont en charge de ces classes, dans les classes, il peut y avoir des élèves avec des handicaps qui sont plus ou moins visibles ou plus ou moins connus. Oui. Ces professeurs, en adaptant leurs cours à ces enfants avec des besoins spécifiques, finalement peuvent rendre le cours plus accessible à tous. Exactement. Vous avez, mais des fois c'est sans le savoir, c'est un peu comme la prose Monsieur Jourdain, avec Molière. Donc c'est-à-dire que vous avez notamment en maternelle, vous avez des enseignants qui sont assez remarquables. J'étais moi-même, c'est ma première carrière, j'étais enseignant pendant 15 ans, et notamment en maternelle, et vous aviez des collègues qui font un travail remarquable. Par exemple, un enfant avec autisme, en maternelle, il y a le déroulé de la journée. C'est typiquement des méthodes dites éducatives qui sont
conseiller pour structurer, pour éviter peut-être un accru d'angoisse, etc., la journée d'un enfant avec autisme. Or, en maternelle, c'est pensé pour tous les enfants. Et donc, sans le savoir, la plupart des enseignants de maternelle font ça. Donc, il y a déjà des choses qui sont... Donc ça rassure l'enfant avec autisme et ça permet aussi aux autres enfants de savoir ce qui se passe dans cette journée. Donc c'est un aménagement qui est valable pour tous. Et vous avez des chercheurs en didactique, notamment, qui ont beaucoup réfléchi sur ces questions et qui modulent, en gros, idéalement, il faut tendre vers cette pédagogie universelle pensée en amont. Et bien évidemment, vous avez des réalités. Et là, vous m'avez présenté, ma fille est avec autisme, elle n'est plus scolarisée depuis très longtemps. Et elle a bénéficié d'une scolarisation très réduite quand elle était en maternelle, à savoir 1 à 2 heures par jour. Donc voilà, donc il fallait s'organiser en conséquence. Et là, pour elle, les chercheurs parlent parfois d'enseignement coïncident, c'est-à-dire que l'objectif, pour en faire une élève, malgré tout, c'est de proposer des objectifs radicalement différents de la séance qui a été pensée. Alors ça marche pas systématiquement, mais c'est des choses qui sont mises en place par notamment une chercheuse qui s'appelle Anne Gombert, d'Aix-Marseille, qui a proposé un continuum d'adaptation pédagogique qui sont très intéressantes, parce que c'est très intéressant pour les enseignants qui parfois sont démunis, et on parle, c'est quelque chose de vulnérabilité en écho, en miroir, c'est-à-dire que parfois on a des situations tellement difficiles, on est un peu oublié. Vous parliez du monde de l'entreprise, il y a parfois une césure entre les plans, les textes juridiques, la traduction par les corps hiérarchiques, qui sont un peu parfois hors sol, et la réalité de terrain d'enseignants qui sont parfois laissés à l'abandon, et qui sont en miroir de la vulnérabilité des élèves eux-mêmes en vulnérabilité. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Cette école inclusive, éducation inclusive, elle repose sur des enseignants qui parfois ne sont pas forcément formés ou qui ont parfois des classes de 30 élèves avec chacun leurs difficultés et leurs besoins. Est-ce que c'est pas aussi culpabilisant pour ce personnel qui se retrouve avec pas assez de moyens, pas assez d'aide et où il y a des belles promesses faites par le gouvernement, mais sur le terrain, c'est compliqué. Vous avez tout dit, effectivement. C'est d'autant plus culpabilisant qu'il y a une forte injonction à l'inclusion, à l'éducation inclusive. Vous avez un pays qui fait de l'inclusion depuis 50 ans, c'est l'Italie, l'intégration à l'italienne, consécutivement à la fermeture des hôpitaux psychiatriques, Basaglia, on a fait, dans les années 70, on a fermé une grande majorité, à 99%, les élèves italiens sont tous scolarisés à l'école. Donc par contre, c'est pas des AESH qu'ils ont, c'est des maîtres de soutien, donc des enseignants spécialisés. Quand une classe accueille un enfant en situation de handicap, elle est dédoublée. Vous avez donc tout ça, c'est une organisation complètement différente. C'est pour ça que vous avez en gros un grand chef d'orchestre ONU qui dit inclusion, éducation inclusive, et en fonction des spécificités, des histoires des pays, il y a des traductions complètement différentes. C'est les mêmes volontés de départ, mais les moyens n'ont rien à voir, donc au final, les résultats n'ont rien à voir. Et voilà, et donc c'est important, indépendamment. Là, je parle à titre personnel. Je pense qu'une société, une école qui va accueillir un enfant, entre guillemets, plus lourdement handicapé, qui va accueillir la diversité au sens large, ça change le regard des futurs citoyens, parce qu'on ordinarise le handicap, on le banalise. Là, ça devient, vous voyez, c'est un adjectif qui est, en fait, il faudrait le banaliser. C'est vrai que ça soit une caractéristique comme une autre. Alors que le problème du handicap, c'est que on l'essentialise et qu'on résume parfois la personne, que ce soit un handicap visible qui va être dévoilé ou un handicap invisible, qui va être dévoilé ou un handicap visible. On va résumer très souvent la personne à cette étiquette, juste cette étiquette. Donc, c'est des enjeux sociétaux très importants, me semble-t-il. Je vais demander au public de réfléchir à des questions, si vous en avez, si vous souhaitez en poser. En attendant, on écoute Siguel El Paso de Jaguar et on revient juste après pour y répondre à ces questions. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso y todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso y todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso y todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso.
esperar, no le importa, no le importa. La bala se la va a esquivar, no hay defensa que pueda parar. La magia que tiene te va a pegar. Canto del pájaro que va a volar, canto del muerto que va a despertar. No le importa, no le importa. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso, todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso, todo el mundo a gozar. Todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso, todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso, todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso, todo el mundo a gozar. Cadera pa' aquí, cadera pa' allá, sigue el paso. C'était Siguel El Paso de Jaguar et nous sommes de retour en plateau avec Mathieu Laville du laboratoire CIRNEF et c'est le moment d'échanger avec le public qui est présent nombreux ce soir sur les handicaps invisibles. Je vais profiter de votre expertise, de votre curiosité, donc si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous transmettre. Justement, je rebondis sur le dernier élément que vous avez évoqué sur l'inclusion en Italie depuis 50 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû tout le travail qu'a fait Maria Montessori au début des années 1900, qui ont permis aussi de voir ces enfants débiles de façon plus intelligente, ou en tout cas capable, et qui a permis de changer la vision de la société aussi, et d'inclure en fait d'une autre manière. Je vais répondre de manière indirecte. En France, vous avez eu également des pionniers de l'éducation spéciale qui ont œuvré de la même manière que Maria Montessori dans le champ du handicap. À titre personnel, j'ai travaillé par exemple sur un pionnier de l'éducation spéciale quand l'Algérie était un département français dans l'entre-deux-guerres, quelqu'un qui s'appelle Joseph-Antoine Anglade. Je vous invite, si vous voulez, l'article est en ligne avec un collègue qui s'appelle Philippe Mazereau. En fait, c'était quelqu'un qui, dans sa classe, en plus de ses élèves, avait des enfants dits arriérés que ses collègues ne voulaient pas. Il avait 50 élèves. Et en fait, sans le savoir, si on fait un anachronisme interprétatif, il faisait de l'inclusion dans sa classe. Et donc, du coup, il y avait déjà, vous avez des personnes, Vallon, par exemple, médecin, philosophe, qui a œuvré beaucoup pour la scolarisation, l'éducation des jeunes dits inadaptés, si on reprend le vocabulaire. Alors, je pense, donc, pour l'Italie, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est qu'il y a un rapport à la famille qui est très différent d'une autre. Par exemple, si on parlait des vocables qui remplaceraient possiblement le handicap, maintenant on parle de situation de handicap, je pense qu'il y a eu à un moment donné l'idée de parler de dépendance. Si on parle de dépendance, on va peut-être ajouter dans la catégorie actuelle de handicap possiblement les personnes âgées. Et si je reprends mon exemple de l'Italie, la plupart des personnes âgées, il n'y a pas beaucoup d'EHPAD non plus. Elles restent dans leur famille. Donc vous voyez, donc il y a aussi ce rapport à la famille qui est différent de la France. Du coup, donc c'est pas la même chose. Vous avez aussi d'autres pays comme la Scandinavie et également la Catalogne, qui sont très inclusifs.
La France, comme par exemple comme l'Allemagne et la Belgique, il y a une forte tradition d'équipements spécialisés. Et quand je parlais tout à l'heure des disability studies, c'est-à-dire de ce courant rien de nous sans nous, on ne veut pas être ségrégé, être parqué. En fait, en France, les politiques de prise en compte des enfants dits handicapés, ça a été principalement géré par des associations de parents. Hein. On avait sûrement entendu parler de l'UNAPI, etc., qui avaient à la base, dans les années 40, des enfants très lourdement handicapés. Et qu'est-ce qui se passait pour ces enfants? C'est effroyable. Ils étaient dans des asiles, dans des hôpitaux psychiatriques, et on s'en occupait. On s'en occupait pas, quoi. On les laissait. Hein. 35 000, 45 000 personnes sont mortes de faim sous l'occupation dans les asiles en France. Hein. Donc c'était de la ségrégation. Hein. Le mot est fort, mais c'est de la ségrégation en fait. Avec une vraie volonté de médicaliser, hein, c'est ce que vous disiez. Alors, tout à l'heure. en fait, la tradition française, elle est très, le poids du médical, il est très prégnant. Hein. Encore, ouais. Merci beaucoup Mathieu Laville d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à Mathieu Laville du laboratoire CIRNEF d'avoir répondu à mes questions et d'être venu de Caen pour ça. Merci au public d'avoir participé. Merci également au Grand Bain de Nantes de nous avoir accueillis pour la 2e fois pour cette émission en public. Et enfin, merci au festival InScience à INSERM avec qui nous réalisons cette émission. Une émission réalisée par Sophie Potvin et Pierre Martin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.